violent a soufflé fortement dans la soirée d'hier mardi 26 août sur la ville de Lodja, Chumbe. Procès Moutamba, verdict a été reporté après de veillées organisées devant la résidence de Constant Moutamba par les sympathisants et partisans de l'ancien ministre de la Justice pour exiger son acquittement quelques semaines après le réquisitoire du procureur. Un vent extrêmement violent a soufflé fortement dans la soirée d'hier, mardi 26 août, sur la ville de Lodja, Chumbe et Dibélé, dans la province du Sankourou, provoquant la panique au sein de la population. Des centaines de maisons, écoles et églises ont été détruites. Déplacés internes et réfugiés congolais, le gouvernement veut conjuguer d'efforts pour des solutions durables en collaboration avec le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés en séjour à Kinshasa. Madame, Monsieur, merci d'avoir choisi Télé 50 pour vous informer. Procès Moutamba, le verdict a été reporté après de veillées organisées devant la résidence de Constant Moutamba par les sympathisants et partisans de l'ancien ministre de la Justice pour exiger son acquittement quelques semaines après le réquisitoire du procureur, accusé d'avoir détourné près de 20 millions de dollars américains destinés au projet de la construction d'une prison à Kisangani dans la province de la Chopo. Le procureur avait requis 10 ans de travaux forcés à l'encontre du président de Nojek, considérant la gravité des faits reprochés et l'importance de montants en jeu. Quant à la défense, elle estime que rien ne saurait justifier la condamnation de Constant Moutamba. Crise humanitaire en RDC, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, s'est entretenu hier mardi à la Cité de l'Union africaine avec le Haut-Commissaire des Nations Unies pour le réfugié, Filippo Grandi. Plusieurs questions étaient au centre des discussions, dont l'harmonisation des messages clés à véhiculer lors de la conférence internationale sur la paix prévue à Paris en France en octobre prochain. Héritier Tambois pour le commentaire. La visite du haut-commissaire de l'ONU visait à attirer l'attention sur les crises humanitaires persistantes dans la région des Grands Lacs et à promouvoir des solutions durables, notamment le retour volontaire, la réintégration et l'inclusion des réfugiés et déplacés internes. Au centre de cet entretien, la mise en œuvre des engagements pris dans le cadre de l'accord de paix signé à Washington aux USA et la déclaration des principes des Doha au Qatar en faveur des réfugiés et déplacés internes. La rencontre entre le chef de l'État et son hôte a permis à l'harmonisation de messages clés à véhiculer lors de la conférence internationale sur la paix prévue à Paris en France en octobre prochain. Selon la présidence de la République, le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, a fait savoir que les HCR jouent le rôle des facilitateurs du dialogue et des résultats concrets qui peuvent venir de ces dialogues. Le numéro 1 du HCR a dressé un bilan selon lequel la République démocratique du Congo offre l'asile à 515 381 réfugiés, dont 201 568 Rwandais. Concernant la récurrence des conflits armés et des violences dans la partie est de la RDC, Grandi a indiqué que ce cycle est assuré par 260 groupes armés actifs dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Maniema et Tanganyika. Le haut-commissaire de l'ONU pour les réfugiés a conclu son message en abordant les modalités de retour des déplacés et réfugiés, en rappelant le caractère volontaire qui est démis à ces sujets. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a échangé avec le haut-commissaire des Nations Unies pour le réfugié, Filippo Grandi, en mission de travail en RDC. Cette rencontre, qui a eu lieu en présence de la ministre d'État en charge des Affaires étrangères, s'inscrivait dans le cadre des efforts conjoints visant à trouver des solutions durables pour des millions de déplacés internes et réfugiés congolais. Les discussions ont porté sur la coordination des actions entre le gouvernement congolais, les hauts commissariats des Nations Unies pour les réfugiés HCR et les pays voisins dans la perspective d'un retour volontaire sécurisé et digne des personnes déplacées des forces. L'entretien a également fait écho au processus de paix de Washington et à la déclaration des principes des Doha qui encadre les initiatives diplomatiques actuelles dans la région. La conférence internationale de Paris, prévue en octobre 2025, servira des cadres, des validations et des mobilisations internationales autour de ces engagements. Filippo Grandi a rappelé que les HCR jouera un rôle de facilitateur neutre entre la RDC et le Rwanda. Qu'est-ce qu'on entend par facilitation? On entend aider les pays à
à identifier les personnes qui souhaitent rentrer chez eux, par exemple, ou à d'autres solutions. S'assurer que le caractère du retour soit volontaire, c'est-à-dire que les gens ne soient pas forcés à rentrer chez eux, c'est contre les principes. Soutenir ces retours avec des moyens adéquats et faire le suivi pour s'assurer que ces personnes, quand ils rentrent chez eux ou chez elles, ne souffrent pas d'abus, d'harcèlement ou d'autres violations des droits. Pour sa part, Jacques Chabani a réaffirmé la volonté du gouvernement de résoudre la question des 83 000 réfugiés congolais actuellement au Rwanda. Concernant le nombre de réfugiés, le haut-commissaire vient de vous donner le chiffre, effectivement, que séjournaient sur le sol rwandais 83 000 Congolais. Maintenant, c'est un processus et un exercice qui nécessite à ce que du côté de la République démocratique du Congo, nous puissions identifier et certifier ce chiffre, certifier la nationalité aussi de ces personnes. Cette réunion fait suite à la rencontre tripartite de juillet dernier à Addis Abeba qui avait réuni la RDC, les Rwandais et les HCR. Les partis y avaient adopté une feuille de route 2025-2026 pour les rapatriements et la réinsertion des réfugiés, confirmant les rôles centraux du HCR dans ces processus. Les pourparlers entre le gouvernement de la RDC et l'AFC M23 ont repris à Doha au Qatar sous la médiation qatari avec le soutien de l'Union africaine et des États-Unis. Les deux parties se sont concentrées sur l'évaluation du cessez-le-feu et l'échange des prisonniers. C'est ces derniers points qui semblent compliquer les choses. Les divergences seraient loin d'être élaguées malgré que le mécanisme soit soumis au Comité international de la Croix-Rouge pour faciliter les opérations. Les discussions ont repris à Doha après une pause suite à un rendez-vous manqué le 8 août dernier. Les deux partis Kinshasa et la FCM23 ont envoyé des délégations réduites à Doha pour discuter des points clés. Une déclaration d'ailleurs signée le 19 juillet 2025 a posé les bases de ces pourparlers avec un objectif initial de conclure un accord de paix globale d'ici le 18 août. Bien que cette échéance ait été dépassée. Le Qatar joue un rôle central qualifié de discret mais efficace par Kinshasa. Un projet d'accord de paix a été transmis aux deux parties avant la reprise des négociations. Les discussions portent sur la mise en place d'un mécanisme neutre pour vérifier le respect du cessez-le-feu, un point crucial alors que les violations persistent sur le terrain. Un mécanisme d'échange soutenu par la Croix-Rouge internationale est en débat. La FCM23 conditionne sa participation à la libération de 700 de ses membres. Une exigence non satisfaite à ce jour, ce qui alimente les tensions. Kinshasa exige à son tour un retrait complet de la FCM23 des zones occupées, notamment au nord Kivu et sud, et la fin du soutien extérieur, en référence au Rwanda. La FCM23 demande des garanties politiques et sécuritaires, y compris un possible statut spécial pour les territoires sous son contrôle. Malgré les pourparlers, les affrontements se poursuivent, notamment au sud Kivu, Kanyola Walungu, au nord Kivu, Rutshuru Masisi. La FCM23 accuse des forces armées de la RDC et leurs alliés de violer les cessez-le-feu, tandis que Kinshasa dénonce les offensives rebelles comme des violations des accords de Washington et de Doha. Le Rwanda, accusé de soutenir la FCM23, est impliqué comme observateur à Doha, aux côtés des États-Unis, du Togo et de l'Union africaine. L'accord de Washington entre Kinshasa et Kigali visant à neutraliser l'FDLR et à retirer les mesures défensives reste lié au processus de Doha. Kinshasa a exprimé des réserves sur le projet d'accord proposé par le Qatar. Le président Félix Tshisekedi le jugeant insatisfaisant. Et l'AFC, de son côté, menace de boycotter les discussions si ces exigences, notamment sur les prisonniers, ne sont pas remplies. Les États-Unis exercent une forte pression pour un accord global avec un calendrier ambitieux, visant une signature avant une rencontre prévue à la Maison-Blanche entre le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Les négociations se poursuivent sur des mesures de confiance, mais progressent lentement en raison des désaccords sur les statuts de l'AFC M23 et des violations
continu du cessez-le-feu. Bien que les pourparlers de Doha représentent une opportunité pour une paix durable dans l'est de la République démocratique du Congo, le défi lié à la méfiance, au combat en cours et aux divergences sur les termes de l'accord rendent l'issue incertaine. Les prochaines semaines seront cruciales pour évaluer les progrès. Le ministre d'État en charge de la justice a visité la prison centrale de Luzumu au Congo central pour s'enquérir des conditions carcérales des détenus. L'objectif de la visite s'inscrit dans l'optique de réformer les systèmes pénitentiaires en République démocratique du Congo. Travailleurs acharnés, hommes de terrain et artisans d'une justice de proximité. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Ngefa, incarne une nouvelle dynamique dans la gouvernance carcérale en République démocratique du Congo. Ce réformateur poursuit sans relâche sa mission d'humanisation du système pénitentiaire. Après ses descentes remarquées à Makala et Ndolo, il a étendu son itinérance au territoire des Kasangulu, dans la province du Congo central, où il a inspecté la prison centrale de Luzumu. C'est dans ce cadre d'une série de visites ciblées des établissements carcéraux que le ministre d'État a fait cap sous la province du Congo central, Luzumu, une prison hautement sécurisée et stratégique, accueillie chaleureusement par les directeurs du centre de détention ainsi que par plusieurs autorités locales. Le ministre est arrivé sur place après plus de 3 heures de route depuis Kinshasa. La prison de Luzumu, érigée sur 2085 hectares, comprend 7 bâtiments modernes, avec une capacité d'accueil maîtrisée et une population actuelle de 703 détenus. Comme lors de ses visites précédentes à Makala et Ndolo, le garde des Sceaux a inspecté en détail les installations, évalué les conditions de détention et échangé directement avec les détenus et les personnels pénitentiaires dans une approche d'écoute et d'évaluation réaliste de besoins. À l'issue de cette visite minutieuse, le ministre d'État Guillaume Ngefa a réaffirmé sa volonté ferme d'améliorer les conditions de vie en détention, mais aussi de renforcer les capacités logistiques, médicales et humaines du personnel carcéral. Il a rappelé que la dignité humaine ne s'arrête pas aux portes des prisons et que l'État a le devoir de garantir des conditions minimales de détention, même pour les personnes privées des libertés. Cette descente à Luzumu n'est qu'une étape dans un programme national d'itinérance qu'il entend poursuivre sur instruction du président de la République, Félix Tshisekedi, dans toutes les provinces du pays. Partout, le garde des Sceaux se veut le porte-voix des oubliés de la République, porteur des solutions concrètes et durables. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Guy Kabombo, poursuit son itinérance dans la province du Maniema. Le VPM de la Défense nationale a entrepris une visite au centre d'entraînement commando de Luama pour s'enquérir des conditions de formation des 7 unités d'élite. Une descente qui a pour objectif de faire une évaluation du programme de formation et renforcement des capacités de cette unité jungle afin d'assurer une préparation optimale. La mise en condition des forces armées de la République démocratique du Congo suivant la triptyque formation, équipement et casernement est l'un des 3 axes majeurs retenus par Maître Guy Kabombo Madiamvita pour l'action du gouvernement dans les secteurs de la défense nationale. En itinérance dans la province du Maniema, le VPM de la Défense nationale a entrepris une visite au centre d'entraînement commando de Luama pour s'enquérir des conditions de vie en formation de cette unité d'élite. Cette descente, qui a pour objectif de faire une évaluation du programme de formation et renforcement des capacités de cette unité jungle afin d'assurer une préparation optimale par rapport aux défis sécuritaires actuels. Engagé pour les réformes des FARDC, Maître Guy Kabombo Madiamvita vise une formation adéquate et complète des militaires pour répondre à la vision d'une montée en puissance des FARDC selon la vision du commandant suprême, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Pour se rassurer de l'efficacité de la dite formation, il apprécie une série de démonstrations pratiques faites par les commandants en formation. Dans une causerie morale, le ministre de la Défense s'est entretenu avec les instructeurs ainsi que les militaires en formation afin de recueillir
leur désidérata sur les méthodes d'entraînement et les équipements nécessaires pour plus d'efficacité. Pour garantir un environnement d'apprentissage propice, les VPM de la Défense nationale et anciens combattants, Maître Guy Kabombo Madianvita, s'est dit déterminé et engagé pour la rénovation de certaines infrastructures de ces centres pour maximiser l'efficacité de la formation intégrée des techniques avancées dans leur entraînement. Un vent extrêmement violent a soufflé fortement dans la soirée d'hier mardi sur la ville de Lodja, provoquant la panique au sein de la population dans la province du Sankuru. D'une rare intensité, ce vent a soufflé pendant plus de 30 minutes, causant d'importants dégâts matériels. En ligne avec André Onema, président de la société civile à rénover du Sankuru, qui nous en parle. Dans la province du Sankuru, un vent très violent a causé énormément de dégâts matériels très graves. On peut signaler plus de 200 bâtiments scolaires, 100 églises, plus de 400 maisons de particuliers emportées également. Plus grave encore, il y a des personnes ou des compatriotes éternés dans les hôpitaux de la place qui ont subi ces moments très dangereux de cet événement malheureux. Ainsi, le drame a détruit les pylônes de plus de 5 radios communautaires à Lodja. La société civile rénovée de Sankuru signale que ces dégâts sont passés à Lodja, à Tchumbe et à Benadibele. Par ailleurs, il faut noter que cet événement demeure une situation inhabituelle, considérée comme la première au Sankuru, ce qui fait que c'est un événement qui a paniqué l'ensemble de nos populations pendant 3 heures avec une petite pluie. Face à cette situation, la société civile sollicite l'intervention des autorités nationales à travers le ministère des Affaires humanitaires et Solidarité nationale. La société civile fait appel également aux partenaires techniques et financiers, y compris les personnes morales et physiques, à pouvoir aider les familles qui passent la nuit à la belle étoile. Enfin, la société civile exhorte les caucus des députés et sénateurs de la province du Sankuru de s'impliquer auprès de Madame la ministre en charge des affaires humanitaires et solidarité nationale pour une réponse urgente en faveur des victimes qui sont sans abri depuis hier. Merci pour toutes ces précisions, André Onema, président de la société civile rénovée du Sankuru. Plusieurs Louchois se plaignent de l'arrêt de travaux sur le chantier des développements à travers la ville de Lubumbashi. Les habitants expriment une inquiétude grandissante face à cette paralysie. Interrogés, ces Congolais s'indignent et réclament le retour rapide du gouverneur Jacques Yabula afin de relancer les travaux et de poursuivre la vision de modernisation inscrite dans la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, constat des journalistes d'investigation dans la province du Haut-Katanga. Ayant constaté l'absence prolongée du gouverneur Jacques Yabula et la lenteur des travaux, plusieurs Louchois n'ont qu'un seul mot dans leur bouche, le retour de leur gouverneur en province. Le travaux n'avance plus. Nous demandons aux autorités de Kinshasa de nous envoyer le gouverneur Jacques Yabula, qu'il puisse continuer avec ce travail. Si nous débutons la saison pluvieuse, comme vous voyez, il sera difficile de passer par ici. Ce pont doit finir. Lorsqu'il plaît, c'est vraiment catastrophique. Pour ces jeunes Louchois, le retour de Jacques Yabula va accélérer les travaux sur plusieurs artères de la ville. Depuis qu'il est parti à Kinshasa, rien ne marche. Toutes les routes sont maintenant dans un mauvais état. Notre souhait qu'il regagne et qu'il fasse et continue avec son travail. Ces engins que vous voyez sont presque à panne. Les gens ne travaillent plus. Tout est aux arrêts dans notre province de Haut-Katanga. Rien ne marche. Nous aimons Jacques Yabula afin de continuer avec son travail.
Sur plusieurs personnes interrogées, elles estiment que le retour de Jacques Kaboula incarne un espoir renouvelé de continuité pour les Louchois, de fidélité et loyauté avec les chefs de l'État. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Projet d'asphaltage de la route Kasindi-Beni par le gouvernement congolais. Les travaux s'accélèrent. L'entreprise qui les exécute installe maintenant des grosses machines pour les prochaines étapes. Pour le moment, d'autres services se concentrent sur l'élargissement et le rechargement de la chaussée. Martial Bandelo nous en parle. La route Beni-Kasindi, de plus en plus praticable depuis la reprise des travaux de construction de cet axe sur la nationale numéro 4, reliant la République démocratique du Congo à l'Afrique de l'Est via l'Ouganda. L'entreprise Dot Service intensifie les travaux qui sont à ce jour à l'étape de l'élargissement et du rechargement de la chaussée. Des ponts sont également en cours de construction. Déjà à ce niveau, les usagers roulent en toute aise entre Beni et Kasindi. À mon humble avis, je pense que tels qu'ils ont relancé les activités, je crois que les choses évoluent très bien. Et il faut que cet élan-là se poursuive jusqu'à ce que nous puissions atteindre les bons résultats. Et moi, comme député national, je vais veiller sur ça. C'est dans mes prérogatives de contrôle de l'action du pouvoir exécutif. Et donc, si j'étais là avec le gouverneur de province, je le remercie encore une fois parce que lui aussi allait regarder sur ce projet pour que ça puisse s'exécuter très bien. Ce lundi 25 août, le gouverneur du Nord Kivu a visité cette route pour s'imprégner de l'évolution des travaux, surtout de leur qualité. Le général-major Évariste Somo Kakule a pris tout son temps pour visiter non seulement la route, mais aussi différents sites à partir desquels l'entreprise se ravitaille en matériaux locaux. Qu'il y a moins de 5 km du pont Semouliki. C'est ici que d'autres services installent des concasseurs qui seront opérationnels dans une dizaine de jours. On dit au gouverneur, les responsables de l'entreprise. Juste en bas, c'est une autre machine qui est installée. Contrairement à l'ancien système de détonateur, l'entreprise travaille déjà pour ébranler la roche de l'intérieur, moyennant des mèches pour obtenir de pierres pour concassage, devant servir à l'asphaltage. L'appréciation est positive de la part de l'autorité provinciale, qui espère déjà la concrétisation de ce grand projet du président de la République au regard de l'importance tant sécuritaire qu'économique de cette route. L'inquiétude grandit au sein de la population à quelques semaines de la fin de la saison sèche. Les travaux de réhabilitation amorcés sur l'avenue du 24 novembre dans son tronçon, compris entre la station Moulard à Bandalungwa jusqu'à la prison centrale de Makala, dans la commune de Selembao, peinent à évoluer. Les habitants environnants alertent les autorités pour accélérer les travaux. Ils estimaient heureux au lancement des travaux de réhabilitation de cette voirie, mais la durée et les effets constatés transforment leur joie en désarroi. Les habitants environnant l'avenue du 24 novembre des communes de Selembao, Bumbu, Ngiringiri et Bandalungwa s'inquiètent de l'arrêt des travaux qui les replongent à petit feu au calvaire vécu bien avant. Les caniveaux rapidement bouchés refoulent les immondices, les eaux stagnent le long de la chaussée, une ordure nauséabonde, nuisible à la santé de la population. Nous avons besoin qu'on réhabilite cette route parce que pendant la saison des pluies, les eaux débordent jusque dans nos parcelles. Dans quelques jours, ce sera la rentrée scolaire. Je me demande comment nos enfants feront pour passer. Je demande aux autorités de remédier rapidement à ces problèmes. Nous sommes encore pendant la saison sèche. Cette lenteur d'exécution des travaux suscite de nombreuses interrogations, surtout au retour de la saison pluvieuse, couplée à la rentrée scolaire 2025-2026. Inquiétude pour les parents, mais aussi les chauffeurs qui peinent pour leur mobilité et leur versement quotidien auprès de leurs patrons. L'évolution de notre pays nous inquiète. Lorsque nos autorités lancent des travaux comme celui-ci, cela nous réjouit. Mais la suite nous déçoit toujours. La rentrée pour bientôt, mais les routes sont bloquées et aucune progression dans la réalisation de ces projets. Nous, motards, comment nous allons faire pour nos activités? Après, s'il y a hausse des prix, vous allez tous crier que nous exagérons. Les chefs de l'État ont une vision pour améliorer les routes de la ville, mais des personnes que l'on confie ces travaux détournent les fonds. Nous tirons l'attention des autorités de prendre des dispositions avant de lancer les travaux pour que cela finisse
à des délais précis. Nous roulons dans des conditions extrêmement difficiles. Si nous continuons à servir la population de Selembao, c'est par bonne foi. Nous finissons par détruire nos voitures et parfois nous n'arrivons même pas à atteindre les versements quotidiens exigés. Cela provoque souvent la colère de nos patrons. Nous demandons que d'ici la rentrée, au moins les tronçons allant des Molars jusqu'à l'avenue Ngiringiri soient achevés. Pour l'instant, les travaux n'évoluent pas. Une situation qui accentue les difficultés des déplacements, alourdit les charges financières et compromet la ponctualité des usagers. Ces tronçons du 24 novembre est une voirie stratégique qui mène vers l'Université pédagogique nationale, la prison centrale de Makala et dessert plusieurs artères importantes telles que l'avenue Elengesa, l'avenue Makanza au rond-point Mollard ou encore l'avenue Ngiringiri, une route actuellement impraticable avec de marchés pirates installés ça et là. La population de ces coins craignant les inondations et érosions dues à l'impasse des eaux s'attend aux solutions idoines et urgentes pour leur bien-être. À quelques jours de la rentrée scolaire 2025-2026, les experts du secteur réfléchissent autour du thème gouvernance, qualité et citoyenneté, transformer l'école pour bâtir une RDC résiliente et inclusive. L'objectif est de mieux planifier l'année 2025-2026. Quelles ont été les performances réalisées durant l'année scolaire 2024-2025 et comment se présente la planification pour l'année 2025-2026 qui s'ouvre dans quelques jours? Ces questions feront l'objet de la revue annuelle des performances de l'éducation nationale en République démocratique du Congo, placée sous les thèmes gouvernance, qualité et citoyenneté, transformer l'école pour bâtir une RDC résiliente et inclusive. Durant 3 jours, soit du 26 au 28 août, les cadres de l'administration centrale, les représentants des provinces éducationnelles, les partenaires techniques et financiers, la société civile, ainsi que les experts du secteur vont dresser un bilan des actions menées, évaluer les progrès réalisés, identifier les défis persistants et formuler des recommandations concrètes en vue de consolider les réformes en cours. Ces assises nous offrent une occasion unique de faire le point sur des objectifs stratégiques fondamentaux du plan. Nous discuterons de l'intégration des technologies de l'information et de la communication pour moderniser notre système éducatif et le rendre plus performant. Nous analyserons nos mécanismes de gouvernance et nos efforts pour former des citoyens conscients et responsables. Notre objectif ultime, d'ici 2029, est de faire du système éducatif de la RDC un modèle d'excellence en Afrique. Pour la ministre Raissa Malou qui a ouvert les travaux, le thème traduit la détermination des autorités du secteur à poursuivre et atteindre par tous les moyens la qualité de l'enseignement tant souhaité et recherché par toutes les composantes de la société et permettre à la RDC de devenir un modèle en Afrique tel que voulu par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Ces assises seront marquées par de nombreuses et ambitieuses réformes, notamment la révolution numérique ayant marqué la dernière édition de l'examen d'État. Au nombre de matières à évaluer au cours de ces assises essentiellement techniques et orientées vers les résultats figurent les performances du sous-secteur, la mise à jour de la cantine scolaire, le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre des réformes et la validation de la planification de l'année suivante. Place au rappel des titres. Procès Moutamba, le verdict a été reporté après de veillées organisées devant la résidence de Constant Moutamba par les sympathisants et partisans de l'ancien ministre de la Justice qui exigeait son acquittement quelques semaines après le réquisitoire du procureur. Un vent extrêmement violent a soufflé fortement dans la soirée d'hier mardi 26 août à Lodja, Tchumbe et Dibélé dans la province du Sankourou, provoquant la panique au sein de la population. Des centaines de maisons, écoles et églises ont été détruites. Déplacés internes et réfugiés congolais, le gouvernement veut conjuguer d'efforts pour des solutions durables en collaboration avec le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés en séjour à Kinshasa. Ne nous quittez pas, la revue de presse est dans un instant.
Nathan Diamouité nous rejoint de l'autre côté du plateau pour la lecture transversale de journaux parus ce mercredi. Et site d'info, bonjour. Bonjour Bédrine. On ouvre avec ces sujets affaires Moutamba. Malgré la mobilisation de ses partisans, le sort de Moutamba ne sera plus connu aujourd'hui comme prévu. Eh bien, exactement, Bédrine Kenge, c'était en tout cas le verdict du siècle ici en République démocratique du Congo. La Cour de cassation a déjà été placée depuis ce matin sous haute sécurité pour prononcer les sorts de l'ancien ministre de la Justice, Constant Moutamba, qui est d'ailleurs poursuivi pour détournement des 19 millions de dollars américains destinés à l'indemnisation des victimes de la guerre des 6 jours à Kisangani. Eh bien, finalement, on nous informe le potentiel. Les verdicts viennent d'être reporté à une date ultérieure. Eh bien, Bédrine, il est vrai que pour un pas entier de la classe politique congolaise, rapporte cette fois le journal Les Phares, la décision de la Cour de cassation ne reflétera que la sanction des greffes reprochées à Constant Moutamba, tandis que pour l'autre pan, l'ancien garde de Sceaux précise ces mêmes tabloïds, n'ayant pas sorti aucun sou de caisse de l'État pour ses dépenses privées, mérite en retour le bénéfice des circonstances atténuantes compte tenu surtout de son passé élogieux dans la matérialisation de la vision du président de la République, celle de soigner la justice congolaise malade à tout au point de vue. Forum des As fait savoir dans ses pages intérieures que le ministère public représenté par Floribert Vola et Sylvain Kalula a requis à plusieurs reprises la condamnation de l'ancien ministre à 10 ans de travaux forcés assortis de 10 ans d'inéligibilité, des privations du droit à la libération conditionnelle et de son exclusion de fonctions public. Le journal Congo Nouveau souligne pour sa part, Bédrine, que les sympathisants de Constant Moutamba veulent investir la haute cour. Les magistrats pris de peur ont d'ailleurs ordonné à la police de sécuriser les lieux. Et bien, dans un communiqué signé par Edmond Issofa, parvenu au journal Info 27, substitut du procureur général, le parquet dénonce des messages relayés sur Facebook, WhatsApp, Twitter ou encore YouTube incitant à la violence contre les magistrats et appelant à des troubles à l'ordre public. C'est ce que renchérit justement la presse en ligne, Mediapo, à travers justement cette caricature qui nous explique rapidement, je crois que c'est la capture qui vient juste après. Nous voyons là un des sympathisants de Constant Moutamba qui pourra peut-être être arrêté. Là, vous voyez les avocats qui disent quoi les fasse taire et qu'on les fasse taire, à jamais, puis annoncer leur suicide en série. Et bien là, l'agent de l'ordre qui dit aussi, ils sont déjà trop nombreux, on ne sait plus où les mettre. Bédrine Kenge, voilà, c'est qui explique justement cette caricature. Et on va terminer avec ces sujets pacte social pour la paix. Les confessions religieuses de la RDC font bloc pour un dialogue inclusif. Tout à fait, Bédrine. L'actualité, c'est aussi cette collaboration, pour ne pas dire cohabitation. Désormais, rapporte le journal et quotidien, les confessions religieuses, notamment la conférence épiscopale nationale du Congo et l'église du Christ au Congo, la plateforme des confessions religieuses au Congo, ainsi que la coalition interconfessionnelle pour la nation vont œuvrer ensemble afin de conduire le pays vers un dialogue des experts et politiques. Dans ses colonnes intérieures, il note que les dialogues des experts, c'est pour que les intelligences et les expériences professionnelles congolaises soient révalorisées et mobilisées pour l'élaboration des feuilles de route pratiques du redressement rapide et du développement accéléré de la République démocratique du Congo dans tous les domaines. Les médias en ligne, Wise.cd rapporte que dans sa déclaration d'hier, mardi 26 août, Fayoulou salue la démarche des confessions religieuses, estimant que ces dernières ont fait preuve, je cite, du patriotisme et de responsabilité. L'article 63 nous appelle pour défendre la patrie en danger. Chacun doit agir. Fin de citation. Si pour l'opposant congolais évoque le média news.cd cette fois, cette initiative est salvatrice. Par contre, les conseils interreligieux congolais de l'évêque général Dodo Kamba notent l'absence de l'inclusivité et redoutent un agenda
cachée derrière la feuille de route pour le dialogue national et inclusif proposé par la SENCO et l'ECC. Comme cela est souhaité d'ailleurs par les évêques Bédrine Kenge, la feuille de route pouvant amener justement à ces dialogues inclusifs sera déposée auprès du chef de l'État. C'est ce que nous explique aussi cette caricature de actualité.cd. Nous voyons là les évêques avec le président de la République. Ils viennent déposer justement leur feuille de route. Ils disent feuille de route pour aller où? C'est la question qu'ils se posent. Et bien voilà. Là, ce sont des observateurs qui se posent des observations de l'autre côté, voilà, qui sont en bas et qui répondent aussi aux marches depuis 30 ans. C'est justement ça fait 3 décennies que l'Est de la RDC est aujourd'hui attaqué par cette agression rwandaise. De l'autre côté, vers la paix, c'est la question qu'un autre observateur se pose. Merci Nathan pour tous ces détails. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci à vous tous d'avoir suivi ces journaux. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.